Il me convoque sans m'en parler, il me dégage. Il te dégage de ta propre boîte. De ma propre boîte. Je reviens le lendemain au bureau. Là, j'ai un huissier, un gars des forces de l'ordre qui me dit en fait, non, vous inquiétez pas, vos affaires, on va vous les envoyer chez vous directement par la poste. Vous pouvez pas rentrer. Vous pouvez pas rentrer, vous faites plus partie de la boîte. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, c'est un Légende Business. Vous allez voir, on aime bien de temps en temps faire des légendes business qui permettent de mettre en avant des entrepreneurs, de mettre en avant aussi des sociétés, des entreprises qui peuvent permettre de nous aider, notamment dans celle-ci. C'est Cédric O'Neill, le fondateur de Brix, qui est notre invité. C'est une plateforme de financement participatif dans l'immobilier. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des petites briques, c'est pour ça qu'il s'appelle Brix, des petites parts d'un projet immobilier pour 10 €. À partir de 10 €, vous pouvez acheter autant de briques que vous voulez. Et ça permet de pouvoir investir dans l'immobilier parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire un crédit, d'avoir un crédit accepté, surtout en ce moment, là où c'est beaucoup plus compliqué. Il y a notamment Tony Parker qui a rejoint l'aventure de Brix. Il va nous expliquer ça. Il a d'ailleurs fait financer une partie de son hara. Grâce à ça, vous pouvez financer, vous pouvez même proposer des projets. Vous allez voir, ça déchire. Et sachez-le, on est disponible en podcast audio chaque semaine. On vous met le mercredi, le vendredi et le dimanche 3 fois les émissions en audio sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et là, c'est parti avec Cédric O'Neill. On y va. Cédric O'Neill, première, Brix.co, investir dans l'immobilier dès 10 €. Ah voilà, très clair. Bienvenue Cédric. C'est Cédric O'Neill. O'Neill. C'est comme ça, comme Shaquille O'Neal. Alors, ça s'écrit pas pareil, mais c'est d'origine irlandaise. Irlandais, ok, bienvenue Cédric. Alors, Cédric a ouvert une boîte, une plateforme, on dit, d'investissement hyper intéressante. Et on aime bien faire de temps en temps des légendes business pour expliquer, pour faire parler les entrepreneurs, pour expliquer toutes les idées qu'on peut créer en France, les bonnes idées, les échecs aussi que tu as pu avoir avant, comme tous les entrepreneurs. Tu as essayé plein de choses. On va revenir sur ton parcours. Là, tu as le t-shirt Brix. En fait, c'est pour investir dans l'immobilier. À partir de 10 €, vous achetez des briques. Tu peux acheter des briques. Tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. Mais en gros, tu peux acheter par 10 €, 20 €, 30 €. C'est 10 € minimum, en gros, c'est ça ? 10 € minimum, une brique. Ouais. Ok. Tu vas nous expliquer ça. Je vous mettrai un lien, si vous voulez aller voir après Brix, en cliquable sous la vidéo, si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien cliquable avec un autre lien en dessous, une sorte de code promo qu'on peut avoir pour avoir des avantages quand même en voyant la vidéo. Ouais, on peut se faire un code promotionnel Legend. Et donc, toutes les personnes qui viendront et qui s'inscrivent avec le code Legend, elles vont avoir 1% de remise à partir du moment où elles investissent, par exemple, 1 000 €, tu vois, elles auront 10 € de remise. Grâce au code Legend. Ok, on va y revenir. Juste, tu as créé des boîtes avant. Tu as créé une boîte notamment qui s'appelait 1001 Pharmacies. Tu t'es fait avoir par tes associés. C'est une histoire de film, hein. Tu m'as raconté. Tu t'es fait mettre dehors du jour au lendemain par tes associés parce que tu étais passé en dessous de 51%. On va donner des conseils même pour ceux qui ont envie d'entreprendre et tout. C'est hyper intéressant. À 10 ans, tu enchaînes les petits boulots. Pour gagner de l'argent, à 24 ans, donc tu crées 1001 Pharmacies, tu nous raconteras tout à l'heure, tu es passé au Grand Journal avec Roselyne Bachelot, etc., avec Denisot sur Canal. Tu te fais sortir après par tes actionnaires, après tu lances Brix, après il y a Tony Parker qui devient actionnaire et géré de Brix, je vais vous expliquer ça. Juste pour reprendre ta vie et pour comprendre comment t'en es arrivé là, en 88, tu grandis dans le Sud, t'enchaînes des petits boulots à 10 ans. Tu sais quoi à 10 ans comme boulot ? Très tôt, j'ai été confronté quand même ça à ce côté très pauvre d'une mère qui est avec ses 4 enfants et qui doit les élever seule. Elle gagnait 1 000 € par mois. Et donc, j'ai fait des petits boulots. Et tu vois, on ne parlait pas d'entrepreneuriat, on parlait plutôt de débrouille, mais je voulais m'acheter j'avais pas d'argent de poche, je voulais m'acheter des trucs. Et donc, je venais d'un petit village, tu vois, dans le sud de la France, à côté de Narbonne. Il y avait des asperges sauvages, il y avait des châtaignes. Donc, très tôt, je me suis dit, allez, plutôt que d'aller jouer avec mes copains, je vais ramasser des asperges sauvages quand on est en mars et qu'elles commencent à pousser. Et je vais aller voir les mamies du village pour leur vendre. Et tu vois, j'arrivais à me faire 100 francs, 200 francs, on était en francs. Et ça me permettait de me payer des trucs à côté. T'as quel âge aujourd'hui ? Là, j'ai 35 ans. 35, ok. Comme tu parles en francs, t'as connu un peu l'époque avant, tu vois. Tes parents, ils te poussent, ils sont entrepreneurs à l'époque. Tu me parlais de ta maman, est-ce que ton papa était entrepreneur ou rien à voir ? Rien à voir, mon papa était psychologue. Mes parents sont divorcés très tôt, donc c'était surtout ma maman qui nous a élevés, les 4 enfants. Et en tout cas, ce que mes parents ont très bien fait, c'est que tu vois, ma mère, elle a réussi à nous pousser dans les études, en tout cas à vraiment
être très scolaire pour s'en sortir dans la vie. Je revois ma maman qui, tous les soirs, après l'école, passait 1 heure avec nous, tu vois, pour vraiment nous pousser à faire les devoirs. Et ma maman, elle a fait un deuxième truc qui a été cool pour elle, c'est que dès qu'elle a commencé à travailler, elle a réussi à emprunter pour payer sa résidence principale. Donc elle gagnait pas beaucoup d'argent, mais en tout cas, tous les mois, plutôt que de payer un loyer, elle remboursait sa résidence principale qu'elle avait acheté 200 000 francs à l'époque, donc on était encore en francs. Et ce qui fait que 20 ans après, elle s'est quand même constitué un capital qui, là, aujourd'hui, vaut 150 000 euros. Et donc ce fil conducteur de l'immobilier, tu vois, a toujours été très présent parce que j'avais cette image en tête de ma maman qui avait réussi à construire ça. Ouais, à l'époque, on achetait des maisons. Pareil, je crois que la maison de mes parents, c'était 320 000 francs. Ce qui est aujourd'hui... ça ferait combien 320 320 000. Non, 120 000 francs, pardon. 120 000, ça fait 20 000 euros. Non, mais tu te rends compte? Ouais. Et en plus, ce qui était lunaire, c'est qu'ils étaient avec 10% de taux d'intérêt. Tu vois, là, on râle à 4%, mais tu n'avais pas la même inflation, tu n'avais pas... C'était non, en fait, en vrai, les seuls investissements qui permettent de gagner et de garder de l'argent et de continuer à en gagner, en plus de votre travail, etc., c'est l'immobilier. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Tu vas nous expliquer comment t'en es arrivé là, comment t'as l'idée de BRICS, comment tu vas... pouvoir lever des millions d'euros. Tu as réussi à lever, juste avec ta communauté, quasiment 20 millions d'euros, c'est ça, au départ? Oui, c'est ça. Tu as dû en rendre une partie après, tu vas nous expliquer, parce que c'est rocambolesque et tout, mais tout ça pour y arriver, c'est-à-dire que le combat de l'entrepreneur, il est intéressant quand même, il ne faut jamais lâcher, tout ça, voilà. En 2006, tu te lances dans les études supérieures, dans la pharmacie, pour qu'on comprenne un peu. Pendant tes études, tu as les bourses, etc. Voilà. Est-ce qu'en France, on a tous la même chance? Pas l'entrepreneur, là. Alors, on n'a pas du tout tous la même chance en France. Par contre, on a un système qui est génial, qui permet quand même de te donner certaines chances si tu viens d'un milieu défavorisé. Moi, j'ai été boursier. Aux États-Unis, on te parle de ce modèle où tu peux devenir tout ce que tu veux, tu vois, the self-made man, l'homme qui va se transformer et qui va faire des grandes choses. Sauf que c'est vraiment très dur parce qu'à un moment donné, il faut t'aider à passer la première marche pour t'encourager à faire plus derrière. Et on a quand même cette chance en France d'avoir ce système de bourse et d'aide qui permet à des personnes comme moi, tu vois, qui viennent d'un milieu très pauvre, de quand même faire des études. Et alors oui, il faut se sortir les doigts, oui, il faut se démerder, oui, il faut travailler à côté, mais on a cette chance-là en France. Forcément, c'est pas les mêmes chances pour tout le monde. Quand tu as des parents qui sont aisés et qui peuvent te payer ton appartement pour faire des études, c'est plus facile que quelqu'un qui n'a pas ces moyens-là. Oui, mais tu peux y arriver quand même. Peu importe, en France, c'est ça que, en gros, si jamais tu as envie... Si tu as la déterre, en tout cas, tu as quand même des aides qui te permettent de le faire. Ouais. Tu fais 1 an d'Erasmus en Irlande, ouais. Barman, stage de 3 mois après, tu vas aller à San Francisco. Pourquoi tu choisis San Francisco? C'est quoi? C'est pour aller voir les startups qu'il y a là-bas? C'est là-bas où il y a Silicon Valley? Ouais, je vais pas à San Francisco. Je voulais aller à San Francisco. Finalement, j'atterris à San Diego. Alors, pour ceux qui ne situent pas, c'est plus au sud. C'est plus au sud, mais toujours en Californie, à la frontière du Mexique. Il y a un gros vivier de start-up en biotechnologie. Je me retrouve à faire pendant 3 mois de l'immunologie. Donc, je suis à la paillasse à faire des expériences sur des souris. C'est un peu glauque même, mais en tout cas, je voulais aller là-bas pour vraiment avoir ce mindset entrepreneurial et voir la mentalité américaine, tu vois, avoir ce truc. Ce qui est génial en Amérique, c'est qu'ils s'en foutent de savoir les études que tu as fait, ils s'en foutent. Tu as les mêmes chances pour tous. Juste prouve-nous que tu es capable de faire. Et donc en fait, tu n'es pas pharmacien, on s'en fout. Viens, fais tes expériences en immunologie. T'es pas docteur, c'est pas grave. Opère, on voit si t'es bon et puis on verra bien. Tu pourrais avoir ce truc-là. Ils sont très pragmatiques. C'est prouve-nous que tu es capable de faire. Comment tu trouves un stage là-bas si tu connais personne? Je savais pas comment faire. Et en tournant un peu LinkedIn dans tous les sens, tu vois, on est en 2010, LinkedIn, c'est pas du tout connu en France. Tout le monde était sur Viadeo à l'époque. Et là, je vois une fonctionnalité de dingue sur LinkedIn. Si je dis que je travaille à San Francisco ou en tout cas en Californie dans un laboratoire pharmaceutique, automatiquement, je peux ajouter tous les contacts qui bossent sur place. Donc, je me suis retrouvé à ajouter une liste de 5000 contacts qui bossaient dans l'industrie pharmaceutique là-bas. Et LinkedIn te permettait une fonctionnalité qui était géniale, c'était exporter tous les mails de tous mes contacts à l'époque. Ah là là. Ah, ils l'ont supprimé. Putain, t'avais un mailing direct. Et j'ai eu 5000 mails, tu vois, que j'ai balancé un mail. Je suis un étudiant super motivé, je viens gratuitement pendant 3 mois bosser chez vous parce que je veux juste apprendre. Et là, en fait, j'ai des mecs qui m'ont dit, bah ouais, vas-y, chaud. Et donc, je me retrouve à aller faire un prêt universitaire, tu vois, je vais voir ma banque et je dis, je veux acheter une bagnole. Ils me donnent un prêt de 5000 euros. Ah, tu mens à la banque?
Ouais, ils avaient juste besoin d'une raison. Tu vois. Si je leur ai expliqué, c'est pour aller me faire des vacances en Californie, je pense pas qu'ils m'aient passé les 5 000 euros. Donc là, je leur ai dit... Mais pour moi, 5 000 euros, c'était la meilleure expérience. Tu vois. Si c'était à refaire demain, je le fais parce que c'était investir de l'argent en termes de développement personnel sur moi qui était priceless. Après, tu reviens en France, t'apprends. Ça te sert à quelque chose ou pas? Tu vois les Américains bosser, qu'est-ce que tu apprends là-bas par rapport à ici? Je me dis juste, il faut que j'entreprenne, il faut que je monte des boîtes. Voilà, c'est le seul truc que je me dis. Et ça me redonne une motivation de me dire, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de redonner, j'ai envie d'apprendre. Tu vois, et ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as un apprentissage qui est x10. En fait, tu prends des claques, tu es obligé de te relever, tu as une résilience naturelle qui se crée. Et en un temps très condensé, tu as des expériences que tu n'aurais pas en tant que salarié. Et donc, c'est ce que j'ai voulu aller chercher. Donc là, tu reviens en France, tu vas contacter, c'est TechCrunch, ça s'appelle, pour interviewer. C'est quoi exactement? En fait, moi, j'ai 22 ans. Tu vois. Je suis en train de finir mes études pharmaceutiques, je ne sais pas forcément quoi faire. Et là, je me dis, en fait, j'adore ce milieu entrepreneurial, j'adore le milieu des startups qui est en train d'exploser. Qu'est-ce que je fais? Et mon premier réflexe, c'est de contacter le média numéro 1 des startups aux États-Unis, qui s'appelle TechCrunch. Ils avaient une antenne en France et je leur ai dit, voilà, de manière bénévole, je veux bien écrire sur des startups, les interviewer pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et je me retrouve à écrire des articles sur des startups alors que j'ai 22 ans. Et au bout d'une vingtaine d'interviews de fondateurs, je me dis, en fait, c'est possible, moi aussi, je vais créer ma boîte. D'accord. En 2012, Roselyne Bachelot, qui à l'époque, c'était... avant d'être chroniqueuse et tout ça, était là, parce qu'il y en a plein qui la connaissent peut-être pas d'avant, elle était ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Elle annonce que les médicaments sans ordonnance pourraient être vendus sur Internet à l'époque, c'est une révolution. Et tu dis que tu dois être le premier à le faire et tu vas monter un premier gros business, une boîte, qui s'appelle Mille Pharmacy. Le principe, c'est quoi? C'est de vendre des médicaments en ligne? C'est quoi exactement? Ouais, si on remet juste un peu de contexte sur mes études... Moi, pendant ma terminale, tu vois, j'ai 18 ans, j'ai mon père qui est atteint d'un cancer et je passe la moitié de mon année, tu vois, à l'hôpital et je savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc je pars dans des études de santé, tu vois, je me dis, je vais faire pharmacie. Et c'est comme ça que je me retrouve un peu dans ces études de pharmacie qui sont vraiment pas dures, plutôt qui sont vraiment très dures et pas faciles au début. Ouais. Mais je me rends compte que être au comptoir d'une pharmacie, tu vois, c'est pas l'impact que je veux avoir. Ça m'intéresse pas, ça me passionne pas. Donc c'est pour ça que je pars vers l'industrie pharmaceutique. Et l'industrie pharmaceutique, c'est que de l'argent. Tu te rends compte rapidement que c'est que du business. C'est comment je fais pour vendre plus de médicaments. Et là non plus, tu vois, ce côté très mercantile de gagner plus, ça m'intéresse pas. Et en 2012, là, quand Roselyne Bachelot elle annonce ça, je me dis, enfin là, je peux avoir un impact parce que ce qu'il faut, si on remet dans son contexte, en 2003, donc 10 ans plus tôt, il y a l'Union européenne qui détecte qu'il y a un gros fléau de santé publique, qui est la vente de médicaments contrefaits sur Internet. Ah oui, des médicaments qui arrivent de Chine, des trucs, c'est même pas... C'est Chine, Russie, c'est même pas dosé, Inde, c'est pas dosé. Parfois, c'est du placebo, il n'y a rien dedans. C'est le mieux. Tu vois, quand c'est du placebo, ça veut dire qu'au moins, c'est pas dangereux pour la santé. Placebo, c'est-à-dire que c'est faux, c'est du sucre. C'est du sucre. C'est ça. Et le mieux, c'est quand tu achètes du sucre, parce qu'au moins, tu mets pas ta vie en danger. Et tu te retrouves... Parfois, le placebo, ça marche. Hein. Le corps humain est quand même fait de manière très étonnante. Et le cerveau, parfois, pense que tu as pris un vrai médicament. Et ils ont déjà fait des tests chez des gens, pour ceux qui connaissent pas le truc. Par exemple, il y a 2 personnes qui ont les mêmes symptômes, ils vont donner aux 2, un vrai cachet, l'autre un effet placebo, la même chose, la même forme, mais que du sucre, ou sans l'effet, sans les produits à l'intérieur, et ils vont être soignés tous les 2. C'est fou, hein? Ouais. C'est-à-dire que le cerveau va sécréter un truc. Le cerveau est ouf. Anticorps, le corps humain, c'est quand même bizarre. Mais voilà, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne connaissaient pas le truc placebo. C'était la minute santé de Guillaume. C'est la minute santé, parce que j'essaie d'expliquer à chaque fois, parce que je suis sûr que tu prends tout le monde dans la rue, tout le monde ne connaît pas le mot placebo. Tu as raison. Et donc, effectivement, il y avait des problèmes sur Internet parce que tu achetais de la merde. Tu achetais de la merde et c'était des milliards d'euros, tu vois. En fait, il y avait... genre un Français sur 100 qui avait déjà acheté un médicament contrefait. Les chiffres étaient fous, tu vois. Et notamment les Viagra. Non, mais c'est vrai, hein, ouais. des trucs comme ça. Je sais, moi, mon cadavre Benjos, on commande tous les jours. C'est bon, ça. Non, mais, en fait, tous les médicaments que tu veux pas aller acheter en pharmacie. Exactement. Ouais. Donc, tu as des hémorroïdes, tu n'as pas envie d'aller voir ton médecin ou ton pharmacien. Tous les trucs qui vont te gêner un peu, les trucs anti-mycoses, j'en sais rien. Là, hop, les gens commandaient.
Parfois, c'était des vrais, mais c'était plutôt rare. Et c'était souvent des contrefaçons, voilà. Comme des sacs à main, on peut acheter des trucs, ça. Énorme problème. Et donc toi, tu te dis quoi, là ? 2003, tu as l'Union européenne qui permet ça, et tu as les Allemands et les Anglais qui commencent à vendre du médicament à partir de pharmacies en ligne. Les Français, ils sont capables, il n'y a pas de frontières à Internet, donc ils achetaient déjà, tu vois. Donc toi, moi, on était capables d'acheter. Et en fait, tu as une sorte de lobbying pharmaceutique où forcément le pharmacien, un peu comme les taxis, tu vois, Uber, les taxis, moi je les comprends, les taxis, ils achètent une licence, ils n'ont pas envie de se retrouver avec une concurrence de mecs qui n'ont pas payé une licence chère. Donc les pharmaciens, ils ont un ordre des pharmaciens qui les représente, qui est très puissant. Et en fait, tout était fait. Quand tu payes 2 millions, c'est 2 millions en moyenne la pharmacie quand tu l'achètes. Quand tu payes une pharmacie de 2 millions, tu n'as pas envie que tu aies des acteurs sur Internet qui puissent venir te faire de la concurrence. Donc tout était fait en France pour pas qu'on vende du médicament. Moi, à un moment donné, je mets les pieds dans le plat en 2012. Je dis, la législation européenne le permet, la législation européenne est au-dessus du droit français. Je vais être le premier à proposer de la vente de médicaments sur Internet en France de manière légale. Tu vois, il faut se dire, c'est comme Spotify. Spotify est arrivé, tu avais une offre de musique qui était enfin légale, payante, mais qui venait contrer, tu vois, moi j'étais le premier à télécharger sur Pirate Bay, Kazaa, Napster à l'époque, et Spotify est arrivé en disant non mais il faut une offre légale. Et donc moi j'arrive en disant on va s'associer avec des pharmacies françaises pour vendre des médicaments de manière légale sur... Et là c'est incroyable ce qui se passe parce que bon timing, 4 mois plus tard la législation passe, permet la vente de médicaments sur Internet, et là d'un côté... j'ai plein d'entrepreneurs et d'investisseurs qui me contactent pour investir dans la boîte en se disant c'est un business qui va se développer. Qui va être juteux. Qui va être juteux, parce qu'effectivement, il faut libéraliser. Tu mets combien d'apports, toi ? C'est intéressant, ça. Moi, je veux parler aussi d'argent. Quand tu te lances, tu mets combien, toi ? Moi, je retourne voir la banque une deuxième fois. Pour une deuxième voiture ? Pour une deuxième voiture, je mets de ma poche, je mets 15 000 euros. Ce qui n'est pas énorme, hein, un apport pour une boîte. 15 000, ça va vite. Hein. Ah, c'était énorme. Une boulangerie, c'est 400 000. Enfin, si tu achètes un four, un truc, un machin. Je travaillais pas, je dormais sur le canapé de ma sœur pour monter la boîte depuis 1 an. C'était toutes mes économies, tu vois, 15 000 euros. Et donc après, j'ai rapidement trouvé des investisseurs qui ont accepté, tu vois, de mettre et d'investir dans le projet. Comment tu trouves des investisseurs ? S'il y en a qui veulent monter des boîtes aussi, comment tu fais ? Là, ça a été un peu de réseau. Tu vois, mes contacts que j'avais créés quand j'étais journaliste chez TechCrunch ont aidé à ça. Et c'est surtout, rapidement, on a été très visible d'un point de vue médiatique. Et c'est ce qui a permis cette croissance du business. Donc, d'un côté, j'ai été contacté par des gros actionnaires de la famille Carrefour. Tu vois, il y a Xavier Niel qui très tôt a investi. Pierre Kosciusko-Morizet, qui était le fondateur de Price Minister, qui très tôt m'a contacté pour investir dans la boîte. Et de l'autre côté, je me retrouve à prendre une dizaine de procès de laboratoires pharmaceutiques, de l'ordre des pharmaciens. Pour te bloquer ? Truc lunaire. Pour me bloquer, truc lunaire. J'ai les huissiers qui débarquent avec les forces de l'ordre. Il y avait 10 employés, ils saisissent tous les ordinateurs pour bloquer la boîte, tu vois. Et donc j'étais accusé de vente illégale de médicaments sur Internet, alors même que je leur expliquais, moi je stockais pas de médicaments, tu vois. Je travaillais avec des pharmacies partenaires en France. Ah là là. Et t'arrives à lever combien au début ? Pour lancer, tu dis tout le monde investit, Xavier Niel, etc. T'arrives à avoir combien ? On fait une première levée de 600 000 euros. Parce qu'il faut acheter des stocks de médoc aussi, il faut mettre en place ce système, non ? Non, la beauté du système était de dire on va s'appuyer sur un réseau de pharmacies qui sont déjà existantes en France et les médicaments et les produits de santé vont partir directement depuis le stock de ces pharmacies-là. Donc pourquoi 1001 pharmacies ? Parce qu'on a travaillé avec 1001 pharmacies. D'accord. Donc on a fait un maillage territorial de toutes les pharmacies. Et le truc le plus beau, c'est qu'on permettait aussi de la livraison en 24 heures de médicaments. À Paris, on avait lancé un service, il y avait un scooter brandé. Comme Uber Eats. Livré, en 2014. On se retrouve avec une femme, 4 heures du matin, elle a une pyélonéphrite. Elle a SOS médecin qui vient chez elle. Incapable de bouger, clouée au lit, personne pour lui livrer des médicaments. Elle a fait appel à notre service de médicaments, une pharmacie de garde, je me rappelle, c'est Pharmacie à République, qui allait lui chercher, le petit scooter est allé chercher les médicaments et lui a livré. En fait, on était vraiment sur l'accessibilité des médicaments. Tu vois, c'est comment je permets à n'importe qui d'avoir accès à du médicament facilement et de ne pas aller acheter sur un site chinois. Quand tu lances le business, 1001 pharmacies, ça marche tout de suite ou ça met un peu de temps à décoller ?
Non, ça marche tout de suite. On fait 1 million d'euros de vente la première année, 5 millions la deuxième, 15 millions la troisième, 20 millions la quatrième. Non, c'est vraiment tout de suite exponentiel. 20 millions de CA, de chiffre d'affaires. Ouais. Et qu'est-ce qui va merder? Ce qui va merder, c'est qu'à un moment donné, on va arriver à un plateau de 20 millions d'euros. Et donc moi, je vais voir les investisseurs qui ont cru en nous dès le début, et je leur dis, en fait, on se retrouve avec un réseau de pharmacies partenaires avec lesquels on bosse, parce que nous, on n'a pas de stock, donc tout le stock provient de ces pharmacies-là. Ces pharmacies, elles adorent le concept, on est vraiment un relais de croissance pour elles. Elles sont OK pour qu'on vienne mettre en haut de leur devanture 1001 pharmacies et qu'on devienne vraiment la première chaîne de pharmacie. Comme Stéphane Plaza Immobilier. Comme Stéphane Plaza Immobilier, et comme ça se fait dans tous les pays, tu vois, vraiment avoir cette distinction de ce sont des pharmacies, 1001 pharmacies. Ce qui s'est fait après, hein, tu vois, c'était dans le sens de l'histoire. Et en fait, ça veut dire s'associer avec des pharmacies physiques, monter un réseau comme ça, c'est quand même sur du long terme. Mais moi, j'étais en train de dire à mes investisseurs, pour donner confiance à nos clients, à monsieur et madame tout le monde, il ne faut pas être que sur Internet, il faut vraiment être sur de l'omnicanal, tu vois, cette dimension de je suis en physique, et donc comme j'ai confiance dans mon pharmacien de proximité, je vais m'orienter automatiquement sur ce site Internet. Et les investisseurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux-mêmes investissent de l'argent qui leur a été confié d'autres investisseurs. Et donc là, ils me disent, non, nous, dans 2 ans, il faut qu'on rende l'argent qu'on a investi dans ta boîte à nos propres investisseurs. On n'est pas d'accord pour partir dans une stratégie qui va mettre 10 ans à construire. Et je leur dis, commençons, et moi, je vais faire en sorte d'aller chercher l'argent qu'il faut pour vous sortir le moment venu, pour vous racheter vos parts. Ouais. Et en fait, là, il y a eu des divergences stratégiques. Et tu vois, en 2017, sans prévenir, je suis convoqué à une assemblée générale extraordinaire. Je reçois un mail, certains actionnaires vous convoquent. J'ai eu ma révocation. Donc, les associés, en gros? Donc c'est mes associés. Hein. C'est des fonds d'investissement associés? C'est des fonds d'investissement qui sont uniquement là pour te prêter de l'argent et le faire fructifier. Ils me convoquent sans m'en parler. Et en fait, il me révoque, donc ça veut dire il me dégage, tu vois, de mes fonctions. Il te dégage de ta propre boîte? De ma propre boîte. T'avais combien? T'avais moins de 51%? Ouais, moi, il me restait Il faut l'avoir la majorité. Ouais, il me restait que 8%. Et en fait, à la majorité, et là, il y a eu un combat, tu vois, il y a eu 2 pools d'investisseurs. Ils ont eu une majorité à 50,3%, un truc comme ça, tu vois. Et donc là, il me dégage. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, quand tu es mandataire social, donc quand tu es dirigeant d'une société, t'as pas le droit au chômage, t'as le droit à aucune indemnité, t'as juste une fonction de représentation de la boîte. T'as le droit de pleurer. Mais t'as le droit de pleurer. Je reviens le lendemain au bureau, là j'ai un huissier, un gars des forces de l'ordre qui me dit, en fait non, vous inquiétez pas, vos affaires, on va vous les envoyer chez vous directement par la poste. Vous pouvez pas rentrer. Vous pouvez pas rentrer, vous faites plus partie de la boîte. Putain, alors que c'est toi qui as tout créé. Alors que c'est moi qui ai tout créé, ça faisait 6 ans que je travaillais jour, week-end, tout le temps. Et alors tu perds pas tes actions, hein. Tu mets 8%, je les garde. Alors là, je me suis fait bananer aussi sur ces 8% et je vais pouvoir t'en parler. Mais je me retrouve là comme ça du jour au lendemain où wow, tu prends un gros coup dans ta gueule. Et ma compagne attendait notre premier enfant. Et tu vois, j'ai rien, quoi. J'ai pas mis d'argent de côté, j'ai tout investi dans ma boîte. Et tu gagnais, quand tu fais 20 millions de chiffre d'affaires, tu gagnes combien? Tu te verses un gros salaire quand même? Ah, mais tu te verses que dalle. Quand ils ont mis l'argent dans la boîte, ils ont dit on accepte d'investir dans ta boîte si on capte ton salaire. Je gagnais 55 000 euros bruts. Il y avait 50 employés. 50, tu vois, je sais pas, ça doit faire 3 500, 4 000 euros, 3 500 euros net, tu vois. D'accord. Donc c'est pas ouf, tu vois. Donc je n'épargnais pas particulièrement. En plus, il y avait beaucoup d'argent que je réinvestissais moi-même. T'as pas de chômage. T'es à 3 500, mais t'as pas de chômage. J'ai pas de chômage. Je dis pas que c'est pas un bon salaire, 3 500, mais en tout cas, c'est pas un salaire qui m'a permis. Moi, j'étais juste focus dans ma boîte et j'avais pas du tout acheté d'immobilier, j'avais rien construit, tu vois, à ce moment-là. Ouais, donc tu te retrouves sans rien. Je me retrouve sans épargne. Ouais. Et donc, t'as 8% quand même de la boîte, tu n'as plus d'argent qui rentre en salaire, en chômage, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Ces 8%, tu vas pouvoir les récupérer en argent pour lancer ton nouveau business Brix dont tu vas nous parler là? Ouais, quand les investisseurs sont rentrés dans la boîte, elle était valorisée 20 millions d'euros. Donc 8%, ça veut dire qu'en théorie, tu vois, j'avais 1,6 million de valeur d'action. Dans le business... Valorisé, c'est le prix que ça vaut si tu la revendais en gros. Ouais, c'est ça. C'est qu'en théorie, si on revendait la boîte 20 millions d'euros, j'étais censé toucher 1,6 million. Donc j'avais 1,6 million de valeur fictive d'actions. Ouais. Et tu vois, j'ai 29 ans, donc je me dis, j'ai 1,6 million là de cash. Ok, ils m'ont viré, mais s'ils font pas trop de conneries, tout va bien se passer.
Et eux encore, il faut comprendre la pression du temps là-dedans. Eux, ils doivent rendre l'argent assez rapidement. Donc, ils veulent juste revendre la boîte le plus rapidement possible. Et quand tu fais un deal, il y a une clause que je ne connaissais pas qui s'appelle la liquidité préférentielle. La liquidité préférentielle, quand tu signes, tu te dis, bon, allez, je m'en fous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'ils revendent la boîte, le montant, un montant, peu importe le montant, ils vont récupérer en priorité leur argent. Donc, ils avaient investi 8 millions. Leur objectif, c'était juste de la revendre 8 millions. Et pourquoi ils ne voulaient pas revendre plus cher? En fait, tu peux toujours revendre plus cher. Mais pour revendre plus cher, il faut te dépêcher. Eux, ils se disent, bah, il faut prendre le temps plutôt. Il faut prendre le temps, tu vois. Et en fait, un fonds d'investissement, comment ils réfléchissent, c'est soit j'ai des boîtes qui font x10 sur le capital que j'investis. J'ai deux, sur 10 boîtes, j'en ai 2 qui vont faire x10. J'en ai 3-4 qui vont se revendre le prix d'investissement initial, donc ils vont juste rendre au fonds d'investissement l'argent qui a été mis initialement. Et j'en ai 3-4 qui vont se casser la gueule. Là, ils pouvaient faire x3, quasiment 20 millions. Ouais, mais en fait, le contexte leur permettait pas. Tu vois. Ils sont rentrés sur une levée de fonds en valorisant la boîte 20 millions. Ils ont essayé de la vendre à ce prix-là. Ils ont vu que ça mordait pas. Il y avait beaucoup de concurrence qui s'était créée entre-temps. Ah oui, d'accord, entre-temps. Ouais. Entre-temps, il y avait des nouveaux acteurs qui étaient arrivés. Et là, on leur fait une proposition à 8. Ils revendent à 8. Et donc, comme ils revendent à 8, qu'il y a cette clause de liquidité préférentielle, ils vont récupérer leurs 8 millions en priorité. Tous les premiers investisseurs, tous les fondateurs Walou. Donc moi, je gagne indemnisé, tu vois, entre 50 et 100 000. J'ai plus exactement le chiffre, mais je gagne vraiment rien par rapport à la valeur de la double déception. Double déception. Et alors, j'ai eu pas mal d'amertume au début. Et je me suis dit, mais en final, c'est mon meilleur MBA, c'est ma meilleure formation. Tu vois, quand tu perds potentiellement 1,6 million, très jeune, c'est une connerie que tu vas pas refaire sur ta prochaine aventure. Qu'est-ce qui va se passer après? Comment tu vas rebondir? T'as pas d'argent ou un petit peu, mais voilà, comment tu vas rebondir? Là, je me dis, en fait, ce que j'ai pas réussi à créer, c'est ce filet de sécurité. Quand tu veux entreprendre, il faut que tu aies un peu ce filet qui t'amortisse parce que ça se passe jamais comme tu l'as souhaité, ça peut mal se passer. Et je me dis, il faut que je fasse de l'immobilier. Donc, je vais voir mon banquier. Il sait pas que je viens de me faire révoquer. Et je lui dis, combien tu peux me prêter sur la base de mon précédent salaire? Et donc là, il me dit, je te prête 500 000 euros. Donc moi, j'ai 1 mois pour trouver une maison que je vais pouvoir acheter. Je me retrouve à acheter une maison 400 000 euros en plein centre de Montpellier, assez grosse. Donc je me dis, elle est vraiment pas chère. Le banquier accepte de me prêter 500 000. J'ai 100 000 euros qui vont permettre de faire les travaux. La maison, elle fait 300 mètres carrés. Donc j'achète cette maison. 100 000 euros pour rénover 300 mètres carrés, l'équation ne fonctionne pas. Et puis c'est pas cher, 400 000 euros. Aujourd'hui, à Montpellier, ça vaudrait plus cher. Ah ouais, non. Les prix en 2017 sont plus du tout les prix d'aujourd'hui. Donc vraiment, le Covid a créé une inflation sur les prix de l'immobilier. Et donc c'était déjà une très belle opportunité à l'époque, mais impossible de faire les travaux à ce prix-là. Et donc je dis à ma compagne, je vais faire les travaux. C'est moi qui vais mettre les mains dans le cambouis. Et donc pendant 2 ans, je regarde des tutos sur YouTube, je me forme à l'électricité, à la plomberie, pour vraiment arriver à faire... C'est vrai, sur Internet. Tu vas apprendre à faire ta maison sur Internet. Ah, t'as tout. T'es la deuxième... J'ai un pote qui a fait ça et qui a très bien réussi sa maison, et il a appris à faire le placo. Tu peux tout apprendre sur Internet. Mais ça met beaucoup plus de temps. Ça met beaucoup plus de temps, tu vois. Et les artisans, ils me l'auraient fait en 8 mois. C'est un métier, quoi. En fait, chaque corps de métier... Chaque corps, c'est compliqué. L'électricité, c'est super chaud. C'était super chaud. Tu peux foutre le feu, en fait, voilà, tout simplement. Tu peux te tuer, mais tu peux foutre le feu. Écoute, ça s'est quand même bien passé. J'ai réussi à revendre la maison au bout de 2 ans. Alors, c'était vraiment chaud parce qu'effectivement, moi, j'étais sur le chantier de 6h du matin jusqu'à 19h. Pendant 2 ans, tu fais que de l'immo? Pendant 10 ans, je fais que ça. En plus, je change des couches à côté, donc il faut m'imaginer. Tu vois, je suis en train de faire du placo. Tu vis avec quoi, là? Et là, je vis avec pas grand-chose. Ouais. Donc j'ai fait d'abord un premier appartement pour le mettre en location, pour que cet argent des locations me permette T'as coupé la maison? On a coupé la maison en 5 appartements. Et au final, tu l'as acheté 400, plus 100 de travaux, tu vas la revendre combien? La totalité? La totalité, moi, je gagne 300 000 euros de marge nette d'impôt. Donc, en fait, je fais quand même un très beau bénéfice. Tu gagnes plus d'argent qu'avec Méline Pharmacie? C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, l'immobilier, si tu achètes bien, la marge, tu sais, on dit souvent dans l'immobilier, la marge se fait à l'achat. Si tu as un bon prix d'acquisition, tu sais que ton prix de sortie il va être bon. C'est très facile d'aller sur meilleurs agents, de regarder le prix au mètre carré. Et donc, si tu as un bon prévisionnel dès le début, tu peux gagner de l'argent à tous les coups dans l'immobilier. Et fort de cette expérience, je me dis, mais attends, en 2 ans, j'ai fait 300 000 euros. Des opportunités comme ça, je peux les multiplier.
À ce moment-là, je vais voir mon banquier et je lui dis, regarde, je viens de faire 300 000 € de marge sur cette opération, j'ai celle-là à te présenter. Et là, je prends des refus par toutes les banques. Pourquoi? Parce que tu rapportes de l'argent. Parce que nous, on ne finance pas les marchands de biens, parce que tu n'as pas complètement revendu les 5 appartements, il y en a encore un, et donc le crédit, il n'est pas complètement soldé, tu as déjà trop d'encours, parce que tu n'as pas de travail, c'est ton activité principale, nous, on ne va pas être réconforté, rassuré sur le fait que tu as un salaire à côté qui nous permette d'assurer au cas où. Et donc, en fait, ce qui est assez lunaire, c'est que quand j'ai regardé le marché immobilier, je me suis rendu compte que tout le monde est dans cette situation. Ma mère, encore l'année dernière, elle a voulu racheter un autre truc. Le banquier lui a dit que ses revenus n'étaient pas suffisamment conséquents, alors que, tu vois, elle a un truc en location. 80% des Français ne peuvent pas acheter. Et il y a un truc qui est assez incroyable dans l'immobilier, c'est cette capacité à mettre de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est un crédit immobilier, c'est mettre au travail une surface d'argent qui ne t'appartient pas. Quand j'emprunte 500 000 € dans mon projet, ces 500 000 €, ils ne m'appartiennent pas. Donc en fait, sans mettre d'argent sur la table, j'ai réussi à gagner 300 000 €. Donc la rentabilité de mon invest, elle est énorme, vu que je n'ai pas investi mon propre argent. Et donc, moi, ce qui me sidère, on est en 2024, ce qui me sidère, c'est que tu as un monde à deux vitesses. Tu as un mec comme Patrick Drahi, il est capable de mettre 50 milliards de dettes pour acheter des entreprises et pour faire du levier. Il est endetté à 90-95%. Et de l'autre côté, tu as les banques, sur la base de règles qui, des fois, sont à taper contre les murs, vont te refuser des gars sous prétexte qu'ils sont auto-entrepreneurs, sous prétexte que... Et donc, tu as un financement qui est à deux vitesses. Ouais. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai créé Brix. Tu vois, c'était de dire, en fait, à partir du moment où ton projet immobilier il est bon, il tourne, on doit être capable de t'en financer 10 d'affilée. C'est là où tu as cette idée-là, de créer donc, cette boîte qui s'appelle Brix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est exactement pour comprendre? Alors, Brix, mon idée, c'est de dire, en fait, il y a plein de personnes qui ont des projets qui sont méga cool, qui n'arrivent pas à se faire financer. Et de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui laissent leur argent sur un livret A. On en reviendra au livret A, mais qui sont un livret A qui ne rapporte pas. Tu vois, on était à 0,5% moi quand je crée l'idée de Brix, donc zéro rémunération sur le livret A. Et si on arrive à mettre toutes ces personnes autour de la table en se disant que les petits ruisseaux vont créer les grands fleuves, on va être capable d'investir dans des opportunités qui sont super cool et de rendre accessible l'immobilier au plus grand nombre à partir de 10 €. Et pourquoi? Parce que souvent, les meilleures opportunités, en tout cas celles qui sont les plus lucratives, demandent quand même un apport un peu important. Tu fais souvent plus de marge sur des trucs qui valent 1 million, 2 millions que sur des trucs qui valent 150 000 €. Ah, bien sûr. Mais pour te payer un actif à 2 millions d'euros, personne ne peut y accéder. Mais par contre, si on se met tous autour de la table et qu'on met tous nos petites économies, là, on va très facilement pouvoir acheter un actif de 2 millions d'euros. Donc toi, tu proposes quoi en gros? Tu vas sur le site, là je vous ai mis le lien en dessous. Tu as 350 000 clients aujourd'hui, c'est ça? Il y a 350 000 membres qui sont inscrits sur la plateforme. Donc d'un côté, tu peux te faire financer. Donc on a des porteurs de projets immobiliers qui ont des deals immobiliers. Tu vois, c'est des gens qui achètent des maisons, qui les retapent, qui les revendent, qui font de la marge. Donc eux viennent sur la plateforme, mettent en affichage leur projet. J'ai besoin d'1 million d'euros. Et à côté de ça, il y a 350 000 personnes qui peuvent mettre à partir de 10 € dans le projet. Donc on va aller collecter ce million d'euros. Tu mets 10 €, mais tu peux mettre 1000, tu peux mettre 100 000. Moi, la plus belle réussite du projet chez Brix, c'est de m'être dit, on va faire ça de manière très accessible à partir de 10 €. Donc pour les personnes qui n'ont pas des gros moyens, on a un client, il en est à 600 000 € d'investissement. Avec des petites... En fait, tu achètes une pièce du puzzle. Tu achètes une pièce du puzzle, tu achètes une brique. Tu vois, oui, c'est ça. Le slogan, c'est... Mais c'est malin de l'avoir appelé Brix. Start small, think big. Donc commence petit à partir de 10 €, mais en fait, en épargnant, tu vas pouvoir te constituer vraiment un capital au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, qui va faire qu'évoluer. Ouais, et donc tu peux acheter 10, mais tu peux mettre combien au maximum? Il y a une limite ou pas? Il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de maximum. Tu peux acheter autant de briques que tu veux. Et en fait, on a toute typologie de profil. On a des étudiants, tu vois, qui mettent 10 € et qui font de l'investissement programmé. Donc ils ont un virement automatique, 50 € par mois, qui va être réparti sur différents projets. Et on a aussi d'autres personnes qui mettent 100 000, 200 000 et qui se créent un complément de revenu, un complément de retraite. En moyenne, on est à 10% de rentabilité. Donc 10%, quand
quand tu mets 600 000, tu vois, notre top investisseur, ça lui fait 60 000 euros à l'année. Donc c'est 5 000 euros par mois. Donc lui, c'est un méga complément de Avec revenus. 600 000 ? Avec 600 000, tous les mois, il prend 5 000 euros de complément de revenus. Et en plus, c'était reversé tous les mois. Alors, question pour ceux qui ont envie d'essayer. Tu vas mettre 10 balles. Tu les récupères au bout de combien de temps ? Si jamais il t'arrive un coup dur, je dis 10, mais vous pouvez mettre 100 000, etc. Mais au bout de combien de temps tu peux récupérer ton argent si tu as une galère de voiture, si, tu vois, je sais pas, un mec qui a 3 000 euros de côté, il veut mettre 1 000 en se disant, tiens, je garde un peu, mais il lui arrive une galère. Combien de temps il peut récupérer ? En fait, ça dépend des projets. Tu as des projets avec des durées de 1 an, tu as des projets avec des durées de 3 ans, de 2 ans, de 4 ans, tu vois, c'est vraiment, ça varie. Donc si toi, tu sais que tu vas potentiellement avoir besoin de ce cash, il ne faut pas que tu l'immobilises pendant 5 ans. Mais par contre, tu as la possibilité d'investir sur des projets d'1 an. Et il y a certains porteurs de projets, tu vois, on a financé des porteurs de projets sur Paris qui ont revendu plus rapidement que prévu, ils ont remboursé les investisseurs au bout de 6 mois. Donc tu peux aussi être remboursé en anticipation si le projet il est revendu très rapidement. C'est pas de l'argent dont il faut pas en avoir besoin tout de suite. Mais voilà, c'est se dire, tiens, je le mets et je regarde dans 2-3 ans. Exactement, il faut se dire, je garde une poche de liquidité sur un livret A que je peux récupérer tout de suite, mais en fait, tout ce qui est au-dessus, tout l'argent dont je n'ai pas besoin, et que je suis capable de placer sur des durées un peu plus longues de manière bloquée, bah là, ça peut devenir intéressant. Ouais. Est-ce que tu as un pourcentage précis que tu peux garantir aux gens ? Est-ce que quand ils mettent 10 euros, ils savent que dans X années, ils vont avoir 12, 13, 14, combien de pourcents ? Tu vois, on sait qu'aujourd'hui, quand tu fais des investissements, ça peut être du 2, 3, 4% en fonction des investissements. Non, là, c'est 10%. La rentabilité moyenne. Tu peux avoir 10% par an ? Tu peux avoir 10% par an. Pourquoi ? Parce qu'on ne finance qu'une typologie de projets qui sont des projets d'exploitation. Un projet d'exploitation, c'est de la chambre d'hôte, c'est du Airbnb, c'est des murs d'hôtel, c'est le vignoble. Tu vois, on a financé le vignoble de Tony Parker où il vend du vin. Et donc, lui, il est capable de rémunérer ce niveau de rentabilité. Donc, effectivement, là, par rapport à un livret A à 4%, on est 2,5 fois supérieur au taux du livret A. Ah, waouh, ok. La mission de Brix, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un dossier qui est présenté sur notre plateforme, il soit ceinture bretelle. Comment je m'assure de ça ? Je vais prendre des garanties. La garantie la plus connue, c'est l'hypothèque. On met des hypothèques sur tous les biens immobiliers. C'est quoi le meilleur coup que vous ayez fait sur l'application ? Est-ce que c'est un moment où vous avez fait un énorme pourcentage pour les gens qui ont investi ? Bah là, tu vois, actuellement, on a un immeuble où on verse du 12% de rentabilité pour les investisseurs. Donc, c'est 12% fixe. Pourquoi ? Parce que tu as une société qui est basée à côté de Montpellier, qui en ce moment est en train de surfer sur la loi de Normandie. La loi de Normandie, c'est une loi de défiscalisation qui réhabilite le patrimoine ancien. Donc eux, ils achètent des immeubles vétustes qu'ils rénovent intégralement, qu'ils revendent à des particuliers. Et les particuliers, parce qu'il y a eu une rénovation énergétique, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. Et donc eux ont une grosse demande en ce moment, vu qu'il n'y a plus du tout de Pinel, vers ce dispositif-là. Donc ils ont une grosse demande de la part de particuliers pour acheter ce type d'appartement. Ils avaient besoin d'accélérer, mais il leur manquait des fonds propres pour pouvoir acheter. Et donc là, ils étaient prêts à rémunérer les investisseurs à hauteur de 12% de manière fixe à l'année pendant 2 ans. Donc ça, c'est un très bon coup pour toutes les parties. Pour la société qui veut accélérer sur cette rénovation énergétique parce que tu rénoves du patrimoine, et pour des investisseurs là, qui sont capables de faire du... Faut limite mieux acheter ça qu'un appartement, là, pour 12%. Après, c'est intéressant pour ceux qui payent des impôts, parce que ça leur permet quand même d'avoir une défiscalisation qui est aussi intéressante que le... Ah oui, quand tu fais ça, ouais. Quand tu fais ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une clientèle importante de gens qui veulent alors acheter des appartements. Et en plus, ces 12%, ils sont reversés de manière mensuelle. Donc, c'est 12% à l'année, mensualisé. Donc, il faut se dire que tous les mois, tu prends 1% qui t'est reversé sur l'argent investi. Il y a 2 systèmes, il y a les Pinel et les monuments historiques aussi qui permettent d'investir et de déduire un peu des impôts. Voilà, quand on en paye trop, on peut acheter des appartements comme ça. Donc, juste pour expliquer, je vous mets un lien en cliquable sous la vidéo si vous voulez aller essayer Brix, si vous voulez aller investir un peu ou beaucoup, ou essayer de faire des coups. Apparemment, il y a plein de possibilités d'acheter des briques à 10 € sur plusieurs projets. Je vous mets le lien cliquable dessous et je vous mets aussi un lien avec un code. Voilà, si vous voulez avoir... C'est quoi ? C'est 1% en gros, tu as en plus ? 1% de cashback. C'est-à-dire quoi, 1% de cashback ?
C'est-à-dire que tu vas avoir 1%, si tu mets 1 000 €, tu vas avoir une brique offerte. Tu vas avoir 10 € qui te sont offerts pour réinvestir sur un autre projet. D'accord. Ouais. Donc on met le lien cliquable et après ça va se mettre automatiquement. Ça se met automatiquement dans ton compte. Ouais. Ok. Il y a, il y a un site internet et il y a aussi sur le portable. Tu peux y aller sur mobile, c'est adaptable, c'est ça. C'est pas une web app, mais c'est comme une app, mais sur un navigateur sur le portable, c'est ça? On a un site mobile, on a un site classique sur ordinateur, on n'a pas encore d'application mobile. Ça va arriver. On y réfléchit, là, on est en train justement de sortir une application pour la fin de l'année. Mais aujourd'hui, c'est depuis ton navigateur, depuis ton téléphone, tu peux aller, tu tapes brix.co et tu arrives directement sur le site. Le marché de l'IMO, il ne se porte pas très bien à Paris en ce moment. Sur l'Île-de-France, on voit que ça baisse un petit peu là depuis un an. Ils annoncent une remontée en 2025. Est-ce que c'est le moment d'investir là, oui? Alors, c'est le moment d'investir parce qu'il y a moins de personnes qui peuvent se positionner à l'acquisition. Le marché immobilier, c'est toujours l'offre et la demande. Donc, effectivement, pour les personnes qui ont un peu de cash de côté, ça peut être très intéressant de se positionner à l'achat en se disant je bénéficie de taux d'acquisition qui sont bas, j'anticipe une baisse des taux de crédit dans les prochaines années, ce qui me permettra de renégocier mon emprunt. Donc, effectivement, là, actuellement, Brix, dans ce contexte économique, a un peu le vent dans le dos. Et c'est intéressant pour les investisseurs particuliers, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de l'immobilier qui ne peuvent plus du tout se faire financer. Et les banques n'accompagnent pas. Les banques sont attentistes. Ouais, tu ne peux plus faire de crédit en ce moment. Il y a plein de choses à vendre. C'est-à-dire que moi, dans ma rue, je voyais des maisons avant, il n'y a jamais eu. Personne ne peut les acheter parce que personne n'a des crédits validés. Donc, c'est le moment où tu peux faire des coups parce que les propriétaires baissent un peu les prix, quoi. Et il y a pas mal de startups aussi qui se sont lancées dans l'immobilier. Nous, on a accompagné une startup qui rénove des villas pour faire de l'accueil touristique de groupes, d'enterrement de vie de garçons, de mariage, et ils sont pleins, sur les 2 prochaines années. La banque leur dit, OK, on va t'accompagner, on va te financer 2 villas à l'année. Et eux disent, mais attendez, mais moi, j'ai une demande qui est très importante, parce que les gens, avec le Covid, ne vont plus à l'étranger pour voyager, ils restent en France. Et donc, on accompagne aussi ces entrepreneurs-là qui ne veulent pas ouvrir 2 villas à l'année, mais qui veulent en ouvrir 5, 10, via notre réseau de particuliers qui peuvent investir. En fait, tu peux mettre 1000 balles, 2000 balles, ouais. Tu es obligé de faire un énorme crédit compliqué qui va être refusé en plus à 90% du temps. C'est ça. En fait, en gros, c'est pour éviter d'aller dans la banque faire un crédit. C'est ça, ouais. Et tu vois, moi j'ai... Brix, quand on s'est lancé en 2021, ça a été méga clivant. D'un côté, on recevait des messages d'amour de particuliers qui nous disaient « mais c'est génial, jamais j'aurais pu penser à investir un jour dans l'immobilier. Là, maintenant, avec 10 €, 100 €, 1000 €, je peux le faire très facilement et de manière programmée. » Et de l'autre côté, on avait pas mal d'acteurs déjà existants qui nous ont vus arriver en disrupteurs et qui vraiment nous ont mis des bâtons dans les roues. Et ce qu'il faut se dire, en fait, il y a toujours eu des plateformes de financement participatif. On n'a rien révolutionné. Ça existait déjà. Il y a 2 choses qu'on a changées. L'investissement à partir de 10 €. Il faut te dire que il y avait déjà des plateformes qui te permettaient d'investir à partir de 1000 €. Donc le ticket moyen, c'était 1000 €. Mais à 1000 €, tu clives. Tu t'adresses pas à toute la population. À 1000 €, tu as quoi comme typologie d'investisseurs? Tu as des Parisiens qui gagnent bien leur vie, qui ont 45 ans, qui investissent dans ta solution comme un placement de diversification. À 10 €, tu parles à tout le monde. Pourquoi les gens ne s'étaient pas mis à 10 €? Pourquoi ces plateformes ne s'étaient pas mis à 10 €? C'est qu'en dessous de 1000 € d'investissement de la part d'un particulier, je perds de l'argent. Brix perd de l'argent. Nous, on a des frais de structure, on a des frais de fonctionnement, on a des frais, on a des coûts d'acquisition client. Quand une personne n'investit pas au moins 1000 € dans ma plateforme, j'ai investi à perte pour cette personne-là, pour lui mettre à disposition ma plateforme. Et à un moment donné, on a fait le pari de se dire qu'il n'y a personne qui va investir que 10 €. Si tu trouves la solution cool, tu vas continuer à investir. Tu vas mettre 100 € pour tester, puis le mois suivant, tu vas mettre 200 €. Mais au moins, on t'offre la possibilité de rentrer, de tester, de voir comment ça fonctionne dès 10 €. Et ce qui est super intéressant, c'est que en moyenne, les gens investissent 1500, 2000 € sur la plateforme. Donc ça va de 10 € à 600 000 € là actuellement. Mais ça leur permet vraiment de le faire de manière progressive. Et donc, ce qui est intéressant et où je suis assez fier, c'est que
Là, aujourd'hui, tous nos concurrents sont passés sur du 10 € avec cette voie et cette accessibilité. Et donc, on a réussi à faire bouger ce point d'entrée à 1 000 € vers un point plus bas. Et on permet enfin au plus grand nombre d'avoir accès à ce type de solution. Alors, il y a des avis sur Internet. Tu es à 4,2 sur 5. Ouais. Tu es bien noté. Mais les premiers commentaires n'étaient pas bons. Je suis allé voir les prix. Tu vois, il y avait des messages pas sympas. Alors maintenant, ça a changé. Je sais pas, est-ce que tu as changé un truc dans la boîte pour qu'il y ait des commentaires mauvais au début et bons maintenant? Ouais, déjà, ce qui est assez ouf, c'est d'avoir 2000 commentaires. Parce qu'on on peut se dire 2000 par rapport à 350 000 utilisateurs, c'est pas beaucoup. 2000 commentaires, quand je regarde le nombre de commentaires des plateformes concurrentes, on est plutôt à 50-100. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'on crée cet engagement où les gens ont envie de donner leur avis sur notre application qui est ultra intuitif, etc. Donc ça, moi déjà, je trouve ça très positif. Après, le 4.2, c'est plutôt positif aussi, tu vois, c'est que la majorité de nos commentaires sont positifs. Et effectivement, on a quelques commentaires qui sont négatifs et qui tiennent au fait de notre modèle initial. Quand on a commencé en 2021, on était sur un contrat qui n'est pas le même que celui d'aujourd'hui, qui s'appelait un contrat de royalties. Le principe du contrat de royalties, c'est de dire, on va acheter nous-mêmes les immeubles, toute la plus-value qui va être dégagée, elle sera pour l'investisseur. Par contre, si ça se passe mal sur certains immeubles, le risque, il est aussi porté par l'investisseur. Donc tu peux gagner beaucoup. Donc, tu peux perdre, quoi. Mais tu peux perdre. Ouais. Dans les faits, personne n'a perdu. En moyenne, on est à 6% de rentabilité à l'année sur les premiers immeubles qui ont été achetés. Si je remets dans le contexte, c'est 6% quand le taux du livret A était à 0,5. Donc tu vois, on est à 12 fois le taux du livret A. On a acheté 50 immeubles sur notre premier modèle initial. Sur ces 50, 6%, encore une fois, c'est une moyenne. Il y en a peut-être qui sont à 2-3% de rentabilité. Et ce qui a bien fonctionné pour la majorité de nos investisseurs, ça a été de diversifier. C'est que si j'ai que 1 000 € à investir, je vais répartir ces 1 000 € sur 10 immeubles différents. Comme ça, je suis sûr d'avoir du 6%. Si tu as eu le malheur d'investir dans les 2-3 immeubles qui se passent pas super bien, parce qu'on a un taux de vacances important, donc on a des locataires qui sont partis ou on a un taux d'impayé, effectivement, ça crée chez certaines personnes, chez certains investisseurs, de l'insatisfaction. Et à juste titre. Et tu vois, nous, on a une équipe de 5 personnes qui est là pour faire en sorte que les premiers immeubles, les 50 premiers immeubles qui ont été achetés, soient gérés du mieux possible tous les mois. Ça, c'est notre premier modèle. En 2023, on a fait un changement de modèle. On a dit, à partir de maintenant, on n'est pas forcément les meilleurs pour acheter les immeubles et les entretenir. On va financer des personnes qui sont des professionnels de l'immobilier, qui sont des personnes tierces, donc des entreprises dont je parlais, tu vois, les hôteliers qui veulent s'accroître. Et là, on ne va pas avoir une rentabilité qui est variable, on va avoir une rentabilité qui est fixe. Et aujourd'hui, on a un modèle avec 0 taux de défaut, donc c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu sur ce nouveau modèle une personne qui n'a pas payé les investisseurs tous les mois, avec des rentabilités moyennes de 10%. Et là, on n'a que des commentaires qui sont dithyrambiques, tu vois, qui sont appréciés. Et depuis 2023, on est uniquement sur ce nouveau modèle. Oui, il y a plein de commentaires. Voilà, je suis nul en matière d'investissement, n'ayant aucune envie de m'entretenir avec un conseiller financier qui aurait utilisé un langage abscon. J'ai été séduite par la simplicité mise en avant par Brix. J'ai pu investir dans 4 résidences et ce avec une mise minimum sans prise de tête, merci. Il y en a qui dit que des faux avis. Cette boîte est une arnaque et aucune liquidité sans perdre 10-20%. Les loyers sont extrêmement inférieurs aux prédictions. Je ressens perdant de Brix même après 3 ans. Est-ce que c'est des concurrents qui met ça? Ouais. Alors, parce que je sais que les avis, c'est un peu la guerre. Hein. Il y a des boîtes qui payent pour avoir des faux avis positifs et d'autres boîtes extérieures qui vont payer des avis négatifs. Est-ce qu'il y en a qui ont perdu 10-20%? Non, là, ce dont il parle, c'est effectivement sur le premier modèle, on a la possibilité de revendre. Tu vois, on a un marché secondaire et on t'offre la possibilité de revendre tes briques avant même que ça arrive à échéance, donc avant même que l'immeuble soit revendu. Et en fait, si tu veux revendre rapidement tes briques, il y a des personnes qui se disent OK, je vais les revendre et je vais les revendre de manière décotée. Personne n'a perdu 20%. Là, aujourd'hui, on a déjà revendu 2 immeubles sur le premier modèle. Tous les investisseurs sont en bénéfice. Le contexte économique, en plus, et tu l'as rappelé, est pas favorable à la revente. Non, mais il est favorable pour l'achat. Ouais. Il est favorable pour l'achat, pas pour la revente.
J'ai aucun investisseur qui a perdu de l'argent sur la revente des immeubles. J'ai aucun investisseur qui est en perte sur notre modèle économique. Si le gars il veut revendre rapidement et récupérer sa liquidité, là, il est en train de dire qu'il doit faire une décote de 10% sur le montant. Et encore une fois, ça concerne notre modèle numéro 1. Sur le modèle numéro 2, tu attends que celui qui a emprunté rembourse. Il y en a qui disent c'est bien pour diversifier ses investissements. Les obligations sont beaucoup plus intéressantes, mais il faut être à l'affût des nouveautés, car pas beaucoup de choix. Si on loupe le coche, c'est fini. En gros, il faut quoi? Il faut regarder dès qu'il y a des nouveaux projets immobiliers, il faut aller vite. Ouais, c'est... En fait, pour moi, la meilleure... Ça marche tellement bien, c'est galère en fait de trouver la meilleure preuve de marché, c'est, tu vois, il y a 1 an, on finançait à peu près sur le nouveau modèle 1 million d'euros par mois. On est à plus de 5 millions là en ce moment. Par mois? Par mois. Ah oui. Là, on est à plus de 5 millions d'euros financés tous les mois. On a des opportunités, en 1 minute 30, elles sont financées. Ah putain. Tu vois, là, quand on met un bien à 200 000 euros qui doit être financé, tu sais qu'il va partir très vite. Attends, mais comment ils sont au courant, les gens? Tu reçois un mail? Tu reçois des mails. Ouais. Tu dis attention, nouvelle offre, attention, machin. nouvelle offre, il faut être là à 12h30 pour commencer à financer. Et ça va hyper vite. Ça va hyper vite. On a financé un marchand de biens qui avait un manoir qui était magnifique à Trouville-sur-Mer, donc à côté de Deauville. C'était 2,4 millions. En 6 heures, il a eu ses 2 millions. C'est 2,4 millions, putain. Tony Parker, quand on a financé son vignoble, en 45 minutes, il avait 1 million d'euros. Waouh. Donc, je ne sais pas si c'est des concurrents quand c'est négatif. Je vois juste qu'il y a certains commentaires, des fois, c'est des pays que je ne connais même pas. Je ne savais même pas qu'on était ouvert dans ces pays-là. Et je ne cherche pas à le savoir. Moi, je veux juste faire en sorte qu'on prouve par l'exécution qu'on a un modèle qui est solide et qu'on a des personnes derrière qui sont prêts à nous suivre et à nous resuivre sur la durée. Et je voulais savoir si une personne habitant à l'étranger, entre parenthèses, j'habite en Afrique, pourrait bénéficier de vos services. Est-ce qu'on peut acheter même si on habite à l'étranger? Oui. Pour ceux qui nous regardent, parce qu'il y en a plein qui nous regardent dans les pays francophones, que ce soit le Canada, la Suisse, la Belgique, le Maroc, l'Algérie, etc. Enfin, tous ceux qui parlent français peuvent être intéressés. Tu peux investir depuis n'importe quel pays. On accepte toutes les nationalités. Tu vois, on a des personnes régulièrement depuis Dubaï, depuis la Chine. On a beaucoup d'expatriés, justement, qui utilisent la plateforme parce que c'est très compliqué pour eux d'acheter de l'immobilier. Donc, il n'y a pas de restriction. Ouais. Ok. Donc 4,2 aujourd'hui. C'est quoi la suite là? Tu as des fonds d'investissement derrière maintenant? Tu es seul avec les gens qui ont investi? Comment ça se passe? La boîte est rentable, déjà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que quand tu gères l'argent des personnes, tu vois, moi, la première question qu'on me pose, c'est de savoir est-ce que Brix est fiable? Moi, c'était la dernière. Mais non, les gens, c'est est-ce que Brix est fiable? Comment j'ai la certitude que... Donc déjà, on est agréé par l'autorité des marchés financiers, qui est un peu l'instance de régulation française sur tous ceux qui gèrent de l'argent. Donc on a un tampon, on a un agrément. On est rentable. Donc ça veut dire qu'on ne risque pas de se casser la gueule demain. Et en tout cas, moi, je fais en sorte qu'on soit rentable sur la durée. Parce que c'est la question, qu'est-ce qui se passe si la boîte a disparu? Pour répondre à ta question de savoir comment on s'est financé, moi, par rapport à ma précédente expérience de l'entrepreneuriat sur 1001 pharmacies... Où tu t'es fait avoir par tes associés? Je me suis dit... j'ai envie d'impliquer non pas des fonds d'investissement au développement de la société, mais ma communauté, donc des particuliers qui vont pouvoir investir aussi dans la société, pas que dans des immeubles, mais au capital de la société, parce qu'ils croient en Brix. Et c'est la meilleure chose qu'on ait pu faire, parce qu'on a créé des chevaliers blancs, on a créé des gens qui sont passionnés par le projet, qui nous permettent de nous challenger, qui nous permettent des feedbacks réguliers pour justement faire améliorer la solution. Quand tu as pris de l'argent au départ, tu lèves de l'argent avec des particuliers, tu dis voilà, tu fais une levée de fonds sur quoi? Sur LinkedIn? Comment tu trouves des gens qui investissent avec toi? Des particuliers? On est en février-mars 2022. On vient de passer sur Capital sur M6. Donc Capital fait un reportage. La boîte, elle n'a pas encore 1 an. Capital fait un reportage et d'un coup, on prend 60 000 investisseurs en l'espace d'1 mois. Et tout le monde adore la solution. Et tout le monde m'envoie des messages pour me dire « Mais moi, je veux investir en capital, j'y crois. Merci, enfin, vous me donnez accès à de l'immobilier de manière très facile. » Et là, on se dit on va accélérer. On va essayer de développer la boîte à l'étranger pour aller encore plus loin. Et donc, on envoie un mail, juste un mail à ceux qui utilisaient déjà la solution en leur disant on va aller chercher des fonds. Vous pouvez investir dans la société. Initialement, on voulait collecter 5 millions d'euros pour se développer. On a tellement de demandes qu'en 10 jours, on se retrouve à collecter 20 millions d'euros.
Donc il y a 20 millions d'euros d'argent qui nous est confié pour investir dans la société. On répond à une telle demande. Tu vois, c'est tellement pété, le financement bancaire. Tout le monde se rend compte, tout le monde a été confronté au fait que c'était compliqué d'investir dans l'immobilier. Et donc quand tu réponds à cette demande-là, bah forcément ça fait des émules. Et tout le monde se dit, bah, effectivement, il y a peut-être un nouveau moyen de disrupter la banque là et d'offrir des solutions alternatives, soit pour se faire financer des projets immobiliers, soit pour investir sur des taux qui sont 3 fois ceux du livret A. C'est quoi ton objectif dans les mois qui arrivent, les années qui arrivent là? Réinventer la banque et faire en sorte qu'en 60 Squeezer les banques, quoi. Ou travailler avec elles. Sur les achats. Mais en fait, te permettre d'être financé, si la banque ne t'accompagne pas, de permettre de te mettre en relation avec de pouvoir aller au bout de tes projets sans la banque. Voilà. De faire en sorte que la foule puisse s'autofinancer ses projets. Faire le Uber du taxi, quoi. Proposer une autre alternative. Proposer une autre alternative. Pour pas et puis quand tu casses un monopole, c'est quand même un avantage, parce que les mecs, quand ils sont dans un monopole, font moins d'efforts. Je sais pas si tu as déjà... Quel qu'il soit, tu vois. Récemment, là, tu as demandé un financement bancaire auprès d'une banque? Absolument pas. C'est le parcours du combattant. Non, mais... Il te faut 2 mois pour avoir une réponse de principe. Et je ne comprends pas, on est en 2024, qu'en 60 secondes, on ne puisse pas te donner un go-no-go. Avec une IA ou un logiciel, c'est vert ou c'est rouge, quoi. C'est vert ou c'est rouge. Oui, je t'accompagne. Oui, ça va te coûter ça. Et je ne vais pas revenir. Tous les jours, je parle à des personnes qui me disent la banque, elle m'avait dit OK. Finalement, c'est passé en comité. Ils me refusent le financement. Je suis en galère. Moi, tu vois, j'ai l'impression de ne pas avoir quitté le monde de la santé. C'est le parcours du combattant pour acheter. Je suis avec mes enfants le soir à 21h. J'ai des gars qui m'appellent. Ils me disent Cédric, je suis en galère. On doit signer dans 2 semaines chez notaire. J'ai engagé 10 000 euros, 20 000 euros. La banque, au dernier moment, elle me dit qu'elle ne me prête pas alors qu'il m'avait dit que c'était OK. Comment on fait? Trouve-moi une solution. Ça arrive tous les jours. Des gars qui sont en galère parce que les banques leur mettent des faux plans. Et donc, c'est comment on arrive à faire en sorte que ça se produise plus. Et la force d'Imbrix, c'est la technologie. C'est très facile, en fait, d'arriver à mettre la techno et les bons outils pour te donner un go, un feu vert, un feu rouge, comme tu l'as dit. Sur ces financements. C'est quoi les clients de ta boîte, Brix? C'est quoi le client type? Alors, je te le disais, j'ai pas vraiment de client type parce que je parle à toute la population. J'ai des gars, ils ont 80 ans. Mais ce qui est sympa, c'est que 4%, donc l'âge le plus représentatif chez Brix, c'est les 18 ans. On dit souvent que les jeunes, ils s'en foutent de leur retraite, de leurs finances perso. C'est pas vrai. Les jeunes d'aujourd'hui qui ont 18 à 35 ans, ils sont méga éduqués à ces finances perso et ils ont envie de trouver des solutions alternatives. Tu vois. Pour la plupart, ils ont envie de donner du sens à leur travail. Ils se disent potentiellement, j'aurai pas de retraite quand j'aurai 60, 65, peut-être 75. Et donc, comment, tout de suite, j'arrive à me constituer un capital? Donc, tu as des jeunes, enfin des jeunes, de tous les âges. J'ai de tous les âges. Est-ce que tu as un mec qui a pu changer sa vie grâce à Brix? Ouais. J'ai un mec, tu vois, ça me parle. Il a un boulot, là, il bosse dans un groupe d'assurance. Il est passionné de paddle tennis. Je comprends. Il est tellement passionné qu'il a décidé de monter un projet. Donc, il ouvre 4 terrains de paddle à côté de Pau. Voilà, ça, c'est un investissement intelligent. Et ça, voilà. Je vais investir dans Brix, je sais sur qui. Non, mais en vrai, le paddle, c'est une folie. Voilà. Et moi, je le pense parce que je fais aussi du paddle. Bien sûr, il n'y a pas de terrain nulle part. À Paris, il y a 4 terrains, 4 pauvres terrains. Et tu te dis, mais il y a un nombre de terrains de tennis qui sont inutilisés, etc. Il faudrait les rechanger. Tu passes en terrain de paddle, tu fais un carton, c'est sûr. Mais attends, mais l'histoire, elle est folle. Le mec, il a 80 000 euros d'apport. Il est allé voir tous ses potes, toute sa famille, il a 80 000 euros d'apport. Il va négocier le terrain comme un fou en disant « c'est le projet de ma vie, j'ai besoin du terrain ». Il achète un terrain qui n'est pas cher. Son frère, il a une boîte de terrassement. Il vient lui faire le terrassement gratos. Il négocie tout. Il a des coûts d'acquisition qui sont plus bas que bas. Il mange paddle, il vit paddle, il a envie de faire son projet. Il n'y a aucune banque qui veut l'accompagner. Parce qu'en fait, c'est un mec qui bosse dans les assurances et on lui dit « t'as pas d'expertise là-dessus ». Mais alors que ça fait 5 ans qu'il joue au truc et il est passionné. Et donc moi, je l'ai eu au téléphone et je lui dis « mais t'inquiète pas, t'as 80 000 euros d'apport. Ton truc, on va te financer 400 000 euros, nous. Quand on le fait expertiser, il en vaut déjà plus de 600 000 parce que t'es quand même en train de construire un beau projet. Il y a des investisseurs sur notre plateforme qui vont décider de t'accompagner sur ton projet. Et en fait, une fois qu'on a réussi à le financer, moi je l'ai eu au téléphone, il me dit « mais tu te rends pas compte, t'es en train de changer ma vie.
parce que moi, je m'épanouissais pas dans les assurances. Là, je vais faire enfin un truc qui m'épanouit, mais si je dois y être tous les soirs, tous les week-ends, mais je vais taffer 10 fois plus que tout le monde. Et donc, sur cette partie accompagnement de projet, on change vraiment des vies. Et il y a vraiment des projets qui sont très structurants pour ces personnes. Tu vois, le nombre de personnes qui m'appellent et qui me disent « Ça fait 20 ans que je rêve d'ouvrir une chambre d'hôte. Les banques ne veulent pas m'accompagner malgré le fait que j'ai 100 000 euros d'apport. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Et bien sûr. Parce que les personnes à qui tu changes une vie comme ça, tu sais qu'elles vont tout donner derrière pour faire en sorte que ça marche. Et tu as eu déjà des... Voilà, tu finances un terrain de paddle. Est-ce que tu as déjà eu des gars qui viennent avec un truc un peu chelou, pas très clair, que tu refuses? Est-ce que tu as déjà eu des investissements où tu as dit, là, j'y vais pas? Ouais, j'ai eu des investissements et en plus qui sur le papier sont méga sécures. Il y en a un à Auxerre. En fait, c'est toujours très intuitif personnel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tu les sens et tu dis, ils vont tout donner pour que le projet fonctionne. Et des mecs, tu te dis, putain, lui, ça fonctionne pas du tout. Et ok, il a un truc qui vaut 4 millions, il me demande que 2 millions d'euros de financement. Mais quand je lui demande ses bilans de sa société, bizarrement, il n'a pas de bilan. Quand je lui demande ce qu'il a fait au préalable, tu sens qu'il essaye un peu de t'enfumer. Ça parle chinois, ouais. Ça parle chinois. Tu vois, soit c'est très clair et tu me dis ce que tu veux faire, tu me dis d'où tu viens, tu m'expliques et tu es sincère avec moi. Soit finalement, on te finance pas. Tu vois, ça reste quand même de l'humain derrière. Ça reste un vrai projet que tu as envie d'accompagner. Ouais. Donc effectivement, des fois, on a des projets un peu folklore. Et d'ailleurs, tu vois, une stat qui est assez impressionnante, c'est qu'on finance à peu près 4 projets pour 200 dossiers qui nous sont présentés. Donc il y a beaucoup d'écrémage, on sélectionne. Je vais te donner des idées d'investissement immobilier, tu t'y connais, tu as l'habitude, tu checkes ça à longueur de temps, les investissements, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Tu vas donner ton avis. Si on doit se poser des questions sur des achats en général, IMO ou autre. Est-ce qu'acheter une place de parking à Paris aujourd'hui, ça serait une bonne idée d'investissement? Non. Non? Tu me dis oui, non, ouais. C'est ton avis à toi. Un terrain de camping dans les Landes? Oui. Est-ce qu'une place de parking à Marseille? Non. T'es pas place de parking, toi? En fait, c'est trop d'emmerde pour une rentabilité qui est pas ouf. Ah, j'allais dire, c'est le contraire. Je pensais justement qu'il n'y a pas d'entretien sur une place de parking. Bah, attends, ta place de parking, t'as souvent du turnover, à moins que tu sois pas emmerdé. Il faut trouver un autre gars, machin. Il faut trouver un autre gars, il faut... Et tu vois, c'est des petits investissements. Donc ça veut dire que pour... C'est quoi? C'est 30 000 euros une place de parking. Donc en fait, pour 30 000 euros, tu as quand même beaucoup d'administratifs, où tu dois payer une taxe foncière, tu dois... Un terrain de camping dans les Landes, potentiellement ton terrain, il fait 200 emplacements. Déjà, c'est très très lucratif les terrains de camping parce que tu as une grosse rentabilité. Tu peux mettre facilement un gestionnaire qui va gérer le camping. Donc pour un investissement qui est important, après tu peux vraiment le mettre en gestion totale et plus t'en occuper. Et donc là, on en revient un peu à ce que je te disais. Terrain de camping versus une place de parking. Oui, la place de parking, elle est accessible à tout le monde, 30 000 euros. En tout cas, une grosse population, mais ça va être beaucoup d'emmerde. Ton terrain... Un terrain dans les Landes, je ne sais pas quelle était la taille du terrain, mais un terrain dans les Landes, c'est 5 millions d'invest. Donc c'est accessible à personne. Mais par contre, si on est 10 000 autour de la table, on va pouvoir l'acheter, le terrain dans les Landes. Est-ce qu'un studio dans une résidence étudiante, c'est intéressant? Ça peut, mais je ne le ferai pas, moi. Une maison pavillonnaire dans l'est de la France? Oui. Une ruine avec un terrain dans la Drôme? Oui, mais ça risque d'être des emmerdes. Un terrain de tennis avec Clermont-Ferrand? Oui. C'est marrant, tu vois. Je sais. Une maison de retraite dans le Var? Oui. Maison de retraite, ça t'aime bien? Ça, j'aime bien. S'il y a... Peut-être pas Orpea qui exploite, mais on regarde, tu vois, il y a pas mal de startups qui sont en train de racheter de changer un peu les codes de l'hébergement pour personnes âgées et qui se disent en fait on peut racheter une maison et mettre uniquement 10 personnes âgées dedans et recréer des maisons. Une sorte de micro-crèche, une micro-maison de retraite. Micro-maison de retraite. L'équivalent de ce qu'ils faisaient en micro-crèche. Exactement. C'est pas con, ça. Ouais. Est-ce que, pour finir, un manoir du XVIe siècle... Ça, j'adore. C'est des emmerdes, mais j'adore. C'est vrai? J'aime tout ce qui est belle pierre. Un château fort dans le pays Qatar? Ouais, ça peut grave marcher. Ouais. 5 hectares de vignes en Bourgogne? Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est bien. On peut acheter de la vigne sur Brix. Parfois, il y a des terrains comme ça, on peut acheter, on peut investir. Ouais, bah alors, tu peux. Pas de l'immobilier, mais c'est pareil. C'est le vignoble de Tony Parker, il y avait 40 hectares de vignes.
La difficulté de la vigne, c'est que ça coûte très cher. C'est soit tu as une bonne appellation et tu as des rentabilités qui sont pas bonnes. Parce que tu vas acheter en Champagne, c'est 1 million d'euros l'hectare. Donc la renta, elle n'est pas bonne par rapport à ce que ça va te rapporter. Ou alors tu achètes de la vigne dans des bleds qui sont pas connus, avec des AOC peu connus. Mais là, tu as un vrai travail derrière d'entretien. Parce que l'objectif de la vigne, c'est pas forcément de toi l'exploiter. C'est de la mettre en fermage et de la confier à un agriculteur qui va te payer un loyer. Tu as rencontré Tony Parker, pour finir, qui a investi dans Brix, qui est devenu ton associé. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu l'as rencontré, comment ça s'est passé? Pour moi, s'il y a une personne qui incarne bien les valeurs de Brix, qui sont des valeurs de développement personnel, tu vois, qui sont des valeurs de donner à tous les mêmes chances de réussir dans son futur, c'est Tony Parker. Tu vois, il a quand même une histoire où il part pas d'un milieu aisé. Tout le monde lui dit que c'est pas possible de partir jouer en NBA et il arrive à se dépasser, tu vois, à force de travail et d'abnégation. Et donc moi, je me disais, il faut qu'on bosse avec un gars comme lui. Donc j'ai contacté sa boîte de prod qui m'a mis en relation avec lui. Je suis allé le pitcher. Il a adoré le projet. De se dire, tu vois, lui, je savais pas, mais très tôt, il s'est dit, il me fallait un filet de sécurité. Il a investi dans l'immobilier. Et donc quand je lui ai dit, on offre à tous les mêmes chances, il m'a dit, bah, j'adore, j'investis et en plus, je deviens égérie de Brix. Ok. Ouais. Ça s'est fait comme ça. Et maintenant, il met des choses à... On peut investir sur des projets avec lui, c'est ça? Et donc lui, comme il adore l'immobilier, il fait pas mal de projets passion. Donc, tu vois, il a acheté un rat, il a acheté un vignoble. Et donc effectivement, à chaque fois, on vient, on en finance une partie pour pouvoir impliquer sa communauté, ses followers directement dans les projets. T'es fier de Brix aujourd'hui? Ouais. C'est ce que tu es en train de faire là? Ouais, bah, je trouve ça très cool, tu vois. Moi, si j'ai un fil conducteur dans ma vie, c'est rendre accessible, c'est redonner. Et c'était rendre accessible les médicaments sur Internet, rendre accessible l'immobilier. Tu vois, tu le disais en introduction, moi j'ai été boursier et c'est comment on permet à tous d'obtenir les mêmes chances de réussite. Et c'est carrément ce qu'on fait au niveau de Brix. Et là, je pense qu'on est vraiment à la V0 de Brix et que ça va faire que s'améliorer. Ça va grossir, etc. Ouais. Déjà, 5 millions par mois, c'est déjà énorme. Ouais. D'investissement de la part des gens, etc. Donc, je vous mets le lien, dernière fois, en cliquable sous la vidéo, avec un code promo en plus en dessous, si ça vous intéresse. Ouais, on ne savait pas, c'était pas prévu, tu me l'as appris vraiment au début de l'émission. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci Guillaume. Félicitations, Cédric. Pour Brix. J'espère que ça vous a plu, c'était intéressant. On aime bien faire des légendes business, pas mettre des mecs inspirants qui ont créé des idées, qui sont partis tout seuls se faire, etc. C'est hyper important de découvrir des Français aussi, voilà, qui proposent des nouveaux business. Je trouve ça hyper inspirant pour vous tous si vous avez envie de créer. Et tu le disais, il n'y a même pas d'âge pour créer son business. Tu vois, tu parlais du gars qui était, je crois, assureur et qui va faire finalement du paddle et qui va ouvrir un club, etc. Il n'y a pas d'âge. Ça peut donner aussi envie, au-delà tu vois, d'investir dans Brix, ça peut donner aussi envie à des mecs d'investir et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est vachement important aussi de faire ça pour nous, quoi, tu vois. Ouais, et tu vois, si je peux finir sur un mot de la fin, moi, ma plus grande fierté, c'est toute la pédagogie qu'on peut mettre à côté. J'ai des personnes qui commencent avec 10 euros, en fait, tu as tendance à te mettre un plafond de verre, tu vois, tu te mets tes propres barrières. Et en fait, là, tu viens progressivement débloquer des barrières. Et ces personnes-là qui commencent avec 10 euros se disent, bah, au fait, j'y connais rien à l'immobilier, c'est l'occasion de me former. On reçoit des messages de gens qui ont mis des petites sommes d'argent et qui nous disent, bah, maintenant, j'ai envie d'acheter moi-même ma résidence principale. Et donc, c'est pas mal d'arriver à donner ce déclic-là à toute une jeune génération qui a tendance à se mettre des freins. Et on débloque ça avec Brix. Tu mets 100 balles sur un manoir et comme ça, après, quand t'es en date avec une meuf, tu peux dire que t'as un manoir sans mentir et sans dire vraiment toute la vérité non plus. Voilà. Je suis châtelain. Je suis châtelain. Je suis châtelain, voilà, j'ai un manoir au pays Qatar. Bon, on parlera plus tard. Vous restez un peu évasif. Non, mais en vrai, voilà, si vous voulez y aller, je vous mets le lien. Merci à vous tous d'avoir regardé l'émission avec Cédric O'Neill aujourd'hui sur Brix. On est sur Légende tous les mercredis, vendredis et dimanches, 3 émissions par semaine. Et parfois, on fait des éditions spéciales business voilà, avec des entrepreneurs. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous le faites, n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire comment ça se passe. Vous pouvez liker la vidéo, ça nous aide vraiment sur le référencement avec la petite cloche pour être au courant de la prochaine. Et continuez de vous abonner de plus en plus nombreux à notre chaîne YouTube. En tout cas, merci d'être là. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé aussi l'émission. Voilà, Benjos pour ses boîtes de Viagra qu'il a achetées sur Méline Pharmacie avant.
C'est notre cadreur qui se fournit ici et là-bas et qui est très précieux, ça lui permet. Je plaisante évidemment. Je vous embrasse fort les gars et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.